L'installation, je dirais, la plus simple, c'est l'installation autonome, style télécommunication, signalisation maritime, routière, camping-car, où on a le champ photovoltaïque. On peut consommer éventuellement cette énergie par quelques récepteurs en courant continu, mais il y a des éclairages, il y a même des petits frigos en courant continu. La plupart du temps, on va être obligé de passer par l'onduleur pour utiliser nos appareils électroménagers classiques, en 230 volts alternatifs. Et éventuellement, on peut faire un petit peu de stockage. Donc ça, c'est des installations relativement, j'allais dire marginales, pas marginales, mais peut utiliser même tout pour des particuliers. Alors éventuellement, on peut avoir des installations hybrides individuelles où on peut avoir plusieurs sources d'énergie. Ici, vous avez un groupe électrogène, un champ photovoltaïque, voilà. On peut avoir éventuellement une petite éolienne, mais on reste toujours sur de l'installation autonome. Je vais passer un petit peu plus vite. Voilà. Alors, ce qu'évoquait M. Collin, c'était éventuellement, est-ce qu'un jour on aura besoin d'être sur des électrifications villageoises ou de groupements de communes indépendantes? Bon, ça existe actuellement dans les pays du Sud, Amérique latine, Afrique et Asie, où les réseaux de distribution ne sont pas développés comme chez nous, et ils ont besoin d'être autonomes, donc de construire leur propre réseau en multipliant les sources d'énergie, donc éolien, photovoltaïque ou groupe électrogène. Ce qu'on va plutôt rencontrer chez nous, voilà, c'est ceci. Donc nous sommes raccordés au réseau de distribution. Donc on a deux possibilités. Soit on consomme une partie de notre production, donc par l'intermédiaire d'un onduleur. On va consommer une partie de notre production. Et lorsqu'il y a trop de production par rapport à la consommation, on va injecter. Donc dans la journée, en général, c'est ce qui se passe. On consomme notre électricité, donc notre frigo, notre congélateur, et puis le surplus est envoyé sur le réseau EDF. Et puis le soir, lorsqu'il n'y a plus de soleil, eh bien nous, on n'est plus capable de subvenir à nos besoins par notre champ photovoltaïque. À ce moment-là, c'est le réseau EDF qui reprend le relais et on devient consommateur. Donc là, on est dans consommer un maximum de ce qu'on produit et vendre le surplus. Donc c'est intéressant, mais ce n'est pas le plus intéressant financièrement. Ce que beaucoup de personnes choisissent, parce que financièrement c'est plus intéressant, c'est ce modèle-là. On a donc la production photovoltaïque, on va tout injecter, donc on a un compteur de production, on va tout injecter sur le réseau ERDF, et puis on a un deuxième raccordement, celui qu'on avait d'origine, où on est consommateur d'EDF. Et on a un troisième compteur, parce que ici, comme on est raccordé sur le réseau, on pourrait être tenté de consommer, mais on a décidé de choisir un contrat de production, donc on ne doit pas consommer sur ce réseau. Et EDF installe un compteur qui doit être un compteur de non-consommation pour vérifier qu'on ne consomme rien. On consomme toujours un petit peu parce que l'onduleur va consommer quelques kilowattheures dans l'année. Alors ce que je voulais dire, c'est que dans ce type d'installation, on joue collectif en fait. Que ce soit la précédente ou la suivante, eh bien, on est raccordé sur le réseau, et c'est le réseau qui sert de batterie, de stockage. En fait, c'est pas du vrai stockage, mais ce sont les autres consommateurs qui vont profiter de notre production. Et puis ce qui se développe en Allemagne, c'est ce système-là. Alors pourquoi? Parce que les tarifs d'achat baissent en Allemagne, et c'est de moins en moins intéressant financièrement d'injecter son électricité sur le réseau. Donc autant en consommer le maximum. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe? Donc j'ai mon champ photovoltaïque qui va produire, je vais consommer le maximum de ma production. Lorsque je produis plus que je consomme, dans un premier temps je vais charger une batterie. Et lorsque je consomme et que ma batterie est chargée et que j'ai encore du surplus, et bien ce surplus, je l'injecte sur le réseau de l'ERDF. Donc voilà comment ça se passe dans la journée. Je commence par consommer, ensuite je stocke et après j'injecte. Le soir, c'est l'opération inverse. Le soleil ne produit plus, mais j'ai toujours des besoins dans ma maison. Donc mon stockage ici va venir
subvenir à mes besoins, et puis quand le stockage n'est plus suffisant, eh bien, je vais prendre sur le réseau EDF et je vais devenir consommateur. Alors, un autre petit mot sur l'onduleur, on en a parlé tout à l'heure. Alors, l'onduleur, c'est l'élément le plus important, après bien sûr les modules photovoltaïques. Il y a deux types d'onduleurs. Il y a l'onduleur qui est autonome, donc il fonctionne tout seul, un style camping-car, et là on n'est pas raccordé sur le réseau. Et il y a l'onduleur raccordé au réseau. Et cet onduleur raccordé au réseau, eh bien, il se cale sur le réseau EDF. Il ne fonctionne que s'il y a présence du réseau EDF. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une panne, un incident, des travaux, qu'il n'y a plus de réseau EDF, l'onduleur se met en arrêt et le champ photovoltaïque ne peut plus produire. Et si on est en vente totale, ou qu'on soit en vente totale ou qu'on vende du surplus, comme l'onduleur ne peut plus fonctionner, je ne peux même pas consommer pour ma maison. Ce qui fait que dans les perspectives qu'on disait tout à l'heure, si un jour on veut être en réseau autonome, ben, ce type d'onduleur ne peut pas fonctionner. Parce que si le réseau EDF est absent, même sur une commune ou un groupe de communes, comme il n'y a plus de réseau, eh bien cet onduleur ne peut plus fonctionner. Alors il y a une solution. Une solution, c'est de relancer un groupe électrogène, de créer de remettre un générateur en service, et l'onduleur viendra se recaler sur ce générateur. Donc techniquement c'est possible, actuellement c'est pas encore dans les tuyaux de créer ce genre de choses. Alors la productivité, pour venir sur des choses encore plus concrètes, la productivité dépend, comme on l'a dit, de l'orientation, de l'inclinaison, du ratio de performance, c'est-à-dire de la qualité de l'installation. Et voilà, donc une inclinaison donc, entre 30 et 35 degrés, dans le Loir-et-Cher, ça va vous donner une productivité entre 1000 kWh par kilowatt et 1300 kWh par kilowatt. Donc un particulier, bien orienté, bien incliné, sans masque, je répète, va produire 1000 kWh par an par kilowatt installé. Donc 3000 kWh s'il y a 3 kW. Alors quelle surface? Eh bien, tout à l'heure on était sur du 8 mètres carrés par exemple pour arriver à 1 kW. Voilà. 8-10 mètres carrés en fonction du type de module. Donc après, en fonction du tarif d'achat, sachant qu'on peut produire 3000 kWh par an, si c'est acheté 30 centimes, vous faites le calcul. Et pour savoir si c'est comment ça va être amorti, après il faut faire le calcul avec l'investissement, évidemment. Un exemple de production donc, sur le lycée de Pascal. Donc là nous avons une mini-centrale photovoltaïque depuis 3 ans. Donc voilà la courbe, bien sûr, les meilleurs mois sont mai, juin, juillet. Donc voilà, il y a un temps de fonctionnement de 4100 heures par an et une productivité de 1300 kWh. Donc c'est une installation en toit terrasse, donc c'est une des meilleures productivités parce que nos modules sont parfaitement ventilés, orientés plein sud, inclinés à 30 degrés et sans masque. Ce qui est intéressant de voir, c'est cette durée de fonctionnement par an, à peu près 4000 heures de fonctionnement par an. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un champ photovoltaïque de 3 kW, par exemple, ne produit pas ou 3 kW ou rien du tout. Il commence à produire dès les premiers rayons du soleil, à condition que l'onduleur soit de qualité. Notre onduleur à nous, il commence à produire à 10 watts. Dès qu'il y a les premiers rayons du soleil qui frappent sur les modules, il se met à produire. Et la plupart du temps, il produit en dessous de sa puissance maximale. On produit 500 watts pendant 1 heure, 2 heures. Si on a produit 500 watts pendant 2 heures, ça nous fait 1 kWh. Alors nous, on est sur du 1700 watts, on a 13 mètres carrés. 13 mètres carrés. Donc c'est une petite installation en but pédagogique, bien sûr. Donc voilà la centrale au sol de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse. Donc là, il y a 18 kW au sol, avec une emprise au sol qui est relativement faible, avec un petit local à côté, où il y a les onduleurs et les armoires électriques.
Alors l'estimation du productible. Alors on va aborder progressivement les productions annoncées par certaines personnes, en particulier au téléphone. Et voilà, l'estimation du productible, ça peut se faire par des calculs à la main avec une calculatrice ou alors avec des logiciels. Ce sont des logiciels gratuits, vous avez Texol ou Lucasol, on peut les trouver sur Internet. Les tarifs d'achat actuels. Alors les tarifs d'achat les plus avantageux, c'était il y a quelques années, c'était du 60 centimes. Actuellement, ça baisse, ça baisse. Et on va arriver vers la parité réseau. Je vais peut-être avancer un petit peu du timing. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que le coût du kilowattheure photovoltaïque était relativement cher au début des années 2000 et qu'actuellement, voilà, on arrive à produire dans le sud de la France, Côte d'Azur et Corse, un kilowattheure qui n'est pas beaucoup plus cher qu'un kilowattheure nucléaire et qu'un kilowattheure hydraulique. L'objectif, c'est de faire baisser les coûts des installations photovoltaïques de manière à arriver à ce qu'un kilowattheure électrique soit le même prix qu'il soit éolien, photovoltaïque ou hydraulique ou nucléaire. Alors, les installateurs. Bon, vous, comme moi, vous êtes toujours sollicités par des gens au téléphone qui vous proposent d'installer des photovoltaïques. Alors, pour faire simple et rapide, dites non à chaque fois qu'on vous téléphone, même s'il y a des gens honnêtes et sérieux parmi ceux qui nous téléphonent. Moi, je travaille avec des professionnels du département de l'Indre, des gens aussi de la Dordogne, qui font des choses très bien, qui fonctionnent bien. Je travaille avec M. Schuller, président de la Capelle de l'Indre, qui est électricien, qui fait des installations photovoltaïques. On a même fait un chantier ensemble avec nos stagiaires du Greta. Voilà. Donc c'est des gens qui sont convaincus, qui font des choses bien. Monsieur Collin m'avait dit, voilà, faites du concret, dites du concret. Alors j'ai des adresses de personnes. Donc j'ai monsieur Bergère à Saint-Chartier, côté d'Achat, qui a 3 installations photovoltaïques qui fonctionnent et qui est prête à vous recevoir, élu ou particulier, pour faire visiter son installation. Donc lui, il a entre 200 et 300 kW installés sur 3 toits différents. Et M. Thierry Pinault, à Saint-Martin-de-Land, canton de Levroux, qui actuellement a un chantier en photovoltaïque, 100 kW, qui est prêt à vous recevoir aussi pour montrer comment se passe un chantier photovoltaïque et sous quelles conditions. Je pourrais vous donner leurs coordonnées après, si vous le souhaitez. Voilà, donc ce sont des agriculteurs qui ont fait des installations photovoltaïques sur des toits. C'est pas d'installation sol, ce sont que des toits. Donc moi, ce que je conseille, c'est de travailler avec des installateurs locaux, des gens dont la notoriété est connue, et des gens qui viendront, qui feront 50 km pour vous dépanner. Alors que quelqu'un qui, par hasard, dans la région parisienne, une fois que l'installation sera terminée, ne refera pas 200-300 km s'il existe encore pour venir vous dépanner. Voilà, s'il existe encore. Et même, je connais certains artisans qui viendront faire un petit dépannage, quelquefois gratuitement, même s'il est un petit peu plus cher au départ. Ouais. C'est au niveau du service après-vente. Au niveau de la maintenance, bon, bien sûr, il faut que les modules photovoltaïques soient toujours propres. Et quelquefois, la pluie suffit à laver les modules. N'empêche qu'il faut quand même regarder un petit peu, pour garder la même productivité tout au long de l'année. S'il n'y a pas de poussière spéciale, si on n'est pas en bordure d'autoroute ou de zone industrielle, il n'y a pas un salissement extrêmement important. Un nettoyage annuel peut suffire. La durée de vie des modules, la durée de vie du contrat EDF, en général, c'est 20 ans. La durée de vie des modules, les fabricants tablaient sur une durée de vie de 20 à 25 ans avec une baisse de rendement de 1% chaque année. En fait, ils étaient pessimistes. La durée de vie des modules, maintenant, est plutôt sur 25-30 ans, avec 20% de baisse de rendement, mais au bout des 30 ans. Donc en fait, c'est pas si mauvais que ça. L'élément faible de l'installation, c'est l'onduleur. C'est ce qui est là-haut, c'est l'onduleur, avec son électronique. La durée de vie, c'est entre 10 et 20 ans. C'est comme les modules, il y a des onduleurs de moyenne qualité et des onduleurs de très bonne qualité.
Actuellement, il y a un fabricant qui garantit ses onduleurs pour 20 ans. Donc, comme les contrats d'EDF durent 20 ans, il n'y a pas de souci. Le recyclage. Alors, le recyclage des modules photovoltaïques, c'est souvent un cadre en aluminium, donc ça se recycle. Un vitrage style pare-brise, donc ça se recycle. Derrière, il y a des fils de cuivre, ça se recycle. Voilà, ce qui n'est pas forcément toujours recyclable, c'est tout ce qui est voilà, les PVC, les fils de TENA, voilà, tout ce qui est plutôt matière plastique. Donc, il y a un site qui s'appelle PVcycle, qui existe, et vous pouvez aller le consulter. Donc actuellement en France, on n'a pas trop de problèmes de recyclage, étant donné que ça fait pas 20 ans qu'on a des modulaires recyclés. Les premiers qui recyclent sont les Japonais et les Allemands. Et PVcycle, donc c'est une association d'industriels au niveau européen. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Gilles pour cet exposé très précis, très clair et qui fait parfaitement le tour du sujet. Merci aussi parce que sur les énergies renouvelables, je ne dirais pas, il y a eu bien sûr des choses pas très claires. Et merci aussi d'avoir donné des informations très précises sur des gens qui connaissent leur métier et qui sont capables de maîtriser la technique. Donc c'est réellement là avec un débat contradictoire. Même s'il y a des questions qui sont réglées. Voyons. Maintenant, on va traiter très rapidement, parce que Jérôme Bousquet qui est venu à un ennui, les éoliennes très rapidement. Les éoliennes pour parler un petit peu quand même, parce qu'il y a toute une série dans. Alors, j'ai quelques-uns sur des expériences éoliennes, en 5 minutes pour vous apporter vos points de vue. Là, c'est du fait comme ça. Hein. Jean-Jacques, il faut se marcher. Il y a plusieurs là. Sur les éoliennes. Ça marche mal. Oui, je vais vous parler un petit peu d'expérience éolienne, parce que c'est une autre source d'énergie inépuisable, et c'est dommage de ne pas l'utiliser. Donc, à titre personnel, j'ai voulu installer une éolienne, une micro-éolienne. Ça n'a pas été très facile, ça marche maintenant. Bon, c'est une expérience intéressante. Hein. Je pense que dans la salle, il y a plusieurs personnes qui ont des éoliennes, il y a des expériences intéressantes et d'autres pas du tout. À titre personnel, donc, moi j'ai voulu utiliser quand même cette énergie inépuisable qu'ils vendent et j'ai voulu me lancer un petit peu dans l'éolien. J'ai fait le tour un petit peu de ce qui existait, j'ai été voir des personnes qui avaient des éoliennes. Au départ, j'étais relativement déçu parce que ces personnes n'étaient pas satisfaites. J'avais trouvé que 2 ou 3 satisfaites. Alors je me suis lancé à titre personnel. Et plutôt que de prendre un installateur qui me fait une installation complète, j'ai fait moi-même. Donc j'ai acheté une éolienne que je ne connaissais pas. Même la personne qui me l'a vendue pas cher parce qu'elle ne la connaissait pas non plus. Et puis on s'est lancé dans l'expérience. Donc cette éolienne est montée, maintenant elle marche, ça a demandé 6 mois pour la rendre opérationnelle, mais ça fonctionne et ça fonctionne relativement correctement. Ça fonctionnera certainement beaucoup mieux dans quelques mois, mais c'est concluant dans l'immédiat. Donc une éolienne, je peux vous parler rapidement du principe. Vous avez une génératrice à aimant permanent triphasé qui est entraînée par une hélice qui elle-même est entraînée par le vent. Cette génératrice crée du courant alternatif, mais qui est variable, qui varie en fonction de la vitesse de rotation de la génératrice. Donc ce courant doit être transformé en courant continu par l'intermédiaire d'un dresseur, un courant continu qui va sortir un courant continu variable et qui, lui, va être régulé par l'intermédiaire d'un onduleur si on veut le recycler
à titre personnel sur son réseau privé. Voilà, alors tout le problème consiste à introduire les bonnes courbes de puissance et puis après tout fonctionne. Voilà dans l'ensemble comment ça marche. Je vais vous passer peut-être M. Marché, lui qui a une installation qui a été faite par une entreprise et qui a eu une expérience de plusieurs mois. Il va vous dire ce qu'il en pense. Oui, monsieur, dame, bonjour. Oui, j'ai installé une éolienne Skystream à 3 pales de 2,5 kg. On a installé ça le 17 octobre et il ne faut pas s'attendre à des rendements faramineux. Jusque-là, on a fait 90 kW. Donc c'est vraiment minime. Bon, je suis mal placé parce qu'on est dans un trou. J'ai une rangée de platanes qui sont à 150 mètres devant. Quand le vent est nord, ça marche bien. Bon, j'ai voulu tenter ça parce que j'étais artisan, puis on reçoit des revenus professionnels. Puis il s'avère que dans les années qui viennent, l'électricité va prendre des proportions pratiquement inaccessibles. Puis quand on voit encore nos régimes de retraite qui vont en ramasser une calotte, on se pose des questions. Alors, le but de l'opération, c'était de réduire la facture énergétique. D'autre part, ça nous permet de prendre conscience qu'il ne faut pas gaspiller. Là, je vois sur les dernières factures EDF, on a fait jusqu'à 400 kW d'économie par rapport à l'année dernière. Donc, c'est pas idiot. J'ai des cours ici. J'ai des courbes ici. Bon ben, au mieux, on a eu jusqu'à 6 kW de production journalière. Mais bon, ça fonctionne à peu près 20% du temps, maximum 20% du temps. Donc, du point de vue rentabilité, il ne faut pas s'attendre à une rentabilité phénoménale. Il faut faire ça pour anticiper les hausses de l'électricité. Et il faut que ça se limite à ça, parce que du point de vue rentabilité, on est moins de compte. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Non, autrement, ça fonctionne, oui, mais bon. L'investissement, ça c'est le gros problème. Ça, le coût de la machine pour 16 000 €. Donc il y a le crédit d'impôt, donc 4 000 quelques euros. Et puis j'ai eu de la mine un petit peu aussi. Ils m'ont donné ça avec une grande frilosité. Il y en a deux qui m'ont rappelé, ils voulaient me convaincre que j'étais prêt à faire une bêtise, mais enfin je me rends compte que la bêtise, c'est bon. Pour moi, c'est pas une bêtise, c'est anticiper les choses. C'est anticiper les choses. Voilà. Autrement, il n'y a rien d'autre, rien de particulier à dire. Si j'avais une courbe EDF, là, tiens, c'est ça ici. Mais j'ai pas les. Bien, c'est tout. Et vous avez un système Wi-Fi qui vous permet d'enregistrer l'ensemble des vitesses de rotation et les rendements. Alors les vitesses de rotation, pour que ça soit valable, il faudrait que ça tourne à 200 tours minute. Voilà. Là, je vois cette descente, par exemple, j'ai économisé 108 kW. Février à avril, 425. Et d'avril à juin, 94. C'est un petit peu moins, mais enfin bon, ça permet quand même on prend conscience de la chose et on réduit les consommations. On évite de gaspiller, on éteint les lumières. Alors celui-là, c'est Skystream, vous avez dit. Skystream, oui. Et vous avez donc l'onduleur intégré dans L'onduleur est intégré dans la machine et on sort directement avec du 220 qu'on vient raccorder à la sortie du moteur. Voilà. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez des éoliennes qui sont avec l'onduleur, bien sûr, c'est pareil, mais les onduleurs sont quand même dans leur capacité. Vous avez vu, c'est 45 volts, quelque chose comme ça, je crois, c'est une éolienne au départ. Vous avez 150 volts, c'est le photovoltaïque. Donc il faut avoir des onduleurs qui ont une plage assez large pour pouvoir profiter au maximum du rendement de l'éolienne. Oui. Alors d'autre part, est-ce que vous avez des pales arrière ou pas arrière? Il n'y a pas de pale arrière, ce n'est pas. Ah non.
Non, c'est fixe, ça ira. Et si le vent est trop fort, est-ce que vous êtes obligé de freiner votre éolienne? Ah ben, ça se fait tout seul. À partir de 90 km/h, il y a un blocage qui se fait. J'ai un blocage électromagnétique et la machine s'arrête. Et alors là, vous consommez de l'énergie pour freiner votre éolienne. Bon, 35 watts. C'est pas une catastrophe. Hein? C'est un système de freinage des camions. Hein. Et c'est pareil, s'il n'y a pas de courant, la machine ne fonctionne pas non plus parce que ça se bloque. Hein? Oui, ça dépend du type d'éolienne. Par exemple, sur la mienne, il y a un système de freinage, mais qui ne consomme pas de courant. Ça met simplement en court-circuit la génératrice. C'est-à-dire que la génératrice fonctionne par impulsion, ça le met en court-circuit par impulsion et ça freine le pas. Donc ça ne consomme pas du courant du réseau. Ça consomme le courant de la génératrice proprement dit. Une partie du courant de la génératrice. Parce que des personnes qui se sont fait avoir, ça leur a coûté plus cher que le produit. Oui, ben ça c'est sûr, parce que vous avez, ça dépend du système de génératrice que vous avez. Il y a des génératrices où il faut réinjecter du courant dedans pour freiner. Mais en général, les génératrices, ça c'est pour les petites éoliennes. Les éoliennes à partir de 1,5 kg, 2 kg, c'est des génératrices à éléments permanents et puis elles se mettent on les freine quand on les met en court-circuit en fait. Hein. Donc celles-ci n'ont pas besoin de courant extérieur. Donc je pense qu'on va avoir les questions tout à l'heure, on va répondre. Maintenant, je pense qu'on va passer avec au pôle de compétitivité, avec le représentant de S2E2, avec qui j'ai longtemps parlé depuis 2 ou 3 mois. Merci Serge. Bonjour, le pôle de compétitivité S2E2 fait partie des, je ne sais plus combien il y en a maintenant, parce qu'il y en a qui ont été supprimés, d'autres ont été rajoutés, enfin une 70aine de pôles en France qui ont été créés la plupart en 2005 et dont l'objectif est de développer des collaborations industrielles laboratoires et de monter des projets collaboratifs avec une partie R&D pour aider les PME, les PMI et les grands groupes aussi à travailler ensemble et à développer des nouveaux produits. Alors chaque pôle est spécifique et a des thématiques particulières. Alors S2E2, c'est des scientifiques qui font ça, comme moi, je suis pas très commercial, sciences et systèmes de l'énergie électrique. Pardon. Donc je ne vais pas tout vous passer, parce que j'ai une présentation très détaillée, on va dire. Donc S2E2, alors pour faire plus commercial, on a mis Smart Electricity Cluster, c'est très français, donc ça fait international plutôt, on va dire. Donc notre positionnement stratégique, la R&D, recherche et développement collaboratif, et puis le service auprès des adhérents du pôle. Et donc je ne vais pas trop détailler tout ça, sinon à 2 heures on est encore là. Donc favoriser la compétitivité des entreprises par l'innovation technologique, des projets R&D, des plateformes collaboratives, des démonstrateurs, des équipements mutualisés. Bon, je vais passer rapidement là-dessus, puisqu'on vous en a déjà parlé. Donc notre objectif, nous, c'est développer des énergies renouvelables et améliorer l'efficacité énergétique. Grosso modo, pour résumer, c'est consommer mieux et moins. Alors mieux, ça veut dire qu'il ne faut pas être trop débile en laissant tout allumer ou en faisant n'importe quoi. Et moins, en améliorant, par exemple, les composants électroniques qui interviennent dans les onduleurs. Un onduleur, il va transformer, par exemple, des courants continus en alternatifs, il peut faire l'inverse d'ailleurs, et pendant cette transformation, il va y avoir des pertes d'énergie. Alors évidemment, on va chasser tout ce qui est gaspillage d'énergie. Alors l'individu lui-même, c'est-à-dire moi, vous, et les composants électroniques et tout ce qui intervient dans la chaîne entre la production et la consommation. Bon, les bovins. Bon, ça aussi, on en a parlé. Consommation, alors il faut savoir que 4 millions de ménages en France actuellement sont en situation de précarité énergétique.
Il faut savoir également qu'un degré de plus ou moins sur votre chauffage, par exemple, eh bien, c'est 2300 MW affectés. Donc c'est pas négligeable. Alors c'est pas par individu, hein, c'est ramené à l'échelle nationale, évidemment. C'est pas moi qui vais, en mettant un degré de plus, dépenser 2300 MW tout seul, heureusement. Sinon je serais pas bien. Bon, ça c'est les différents coûts d'énergie. Donc évidemment, les objectifs pour les énergies renouvelables, ça va être de diminuer ces coûts. Sachant que les coûts EDF vont monter, on va bientôt arriver à équilibrer. Et donc là, il faudra moins de questions. Donc, bon, ça c'est la création du pôle en 2005, hein, puis la progression jusqu'en 2013. C'est une association type 1901, donc avec un conseil d'administration qui est élu, une assemblée générale extraordinaire, etc., etc. Il y a un conseil scientifique, un conseil de prospective et d'orientation stratégique, avec des gens reconnus dans nos domaines stratégiques, et des permanents, comme moi. Alors là, c'est obligatoire. Je suis obligé de montrer quels sont nos financeurs, sinon je me fais tuer. Donc il y a l'Europe, l'État qui a donc créé des pôles de compétitivité qui sont évalués tous les 3 ans. C'est-à-dire on peut être rayé de la carte ou au contraire être renouvelé. Les régions. Alors notre territoire initial c'était la région centre et le Limousin. Alors pourquoi le Limousin ? C'est parce qu'il y a une dame de Limoges, c'est pour ça. Dans le Limousin, parce que Legrand, Société Legrand, qui est connue, a participé à la création du pôle avec ST Microelectronics, le CEA de Mons, et puis les universités de Tours et d'Orient. Donc les régions, on est étendu maintenant à la région Pays de la Loire. Les 2 régions s'entendent bien, tant mieux, ça facilite les choses. Parce que ça n'a plus pas être le cas, je parle politiquement. Et donc, les départements, les agglomérations de Tours-Plus et Orléans, les chambres de commerce également, qui nous soutiennent, et entre autres, ils nous ont délégué une personne de la chambre de commerce, payée par la chambre de commerce, des chambres de commerce, pour nous aider à l'animation du réseau, de notre réseau d'adhérents. Donc voilà. La région au sens large, Pays de la Loire, région centre et le Limousin, il paraît le beau point, vous voyez. Donc, alors on a des adhérents en recherche et formation, c'est des universités. Alors on ne fait pas adhérer chaque labo, mais on fait adhérer l'université de Nantes, l'université de Tours, l'université d'Orléans, Limoges. Et puis, les labos qui sont dans nos thématiques, évidemment. Alors, notre positionnement, c'est donc tout ce qui est ce qu'on a appelé les TEI, des technologies de l'électricité intelligente. Donc, c'est les TIC. TIC, c'est tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, parce que pour gérer tout un système de consommation, il y a beaucoup de données qui doivent circuler, de commandes, hein, et puis récupérer tout ça. Et tout ce qui est technologie du génie électrique, alors l'électrotechnique, l'électrochimie, parce qu'il y a des batteries par exemple, l'électronique évidemment, et la microélectronique. Donc notre objectif, hein, c'est d'optimiser la gestion de l'électricité, de la production jusqu'à la consommation.